Alors bonsoir, en fait je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire qu'on a vécue ces dernières années et qui est un peu héritière de cette formation qui s'est déroulée ici à l'initiative, où j'ai pu participer avec Philippe à la mise en place de la formation du master en économie sociale et solidaire, et où je pouvais être un peu le yaka de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire en fait travailler sur des fonds théoriques. Et en fait j'étais pris au jeu. J'étais pris au jeu de l'économie sociale et solidaire, alors sans savoir que depuis des années on en faisait déjà. Sans savoir qu'on en faisait déjà depuis des années. Et alors moi j'étais plutôt logé par rapport aux trois catégories dont on parlait là, tout à l'heure, dans la catégorie des associations. Et des associations de la protection de l'enfance. Et donc en fait, en contact et en réponse aux besoins, qui étaient les besoins des familles et des enfants en situation de danger. Et j'ai connu, parce que je commence à être un petit peu âgé maintenant, j'ai connu les grands temps de la protection de l'enfance, où il suffisait d'avoir un besoin pour que ce besoin soit financé, et on avait l'État-providence qui était là, et qui comblait tous nos besoins, et c'était merveilleux. C'était merveilleux, sauf qu'on manquait un peu de militantisme, c'est-à-dire qu'on finissait par s'asseoir un peu bourgeoisement dans le confort financier qui nous était donné. Et j'étais en plus à l'époque dans une fondation qui avait suffisamment de moyens pour ne pas me soucier de l'argent. Puis je suis sorti de cette fondation et je suis rentré dans une plus petite association où là l'argent manquait un peu et où on avait pourtant beaucoup d'ambition pour les familles, beaucoup d'ambition pour les enfants, mais juste les moyens que l'État nous donnait pour pouvoir le faire. Et cette association s'est dit, de toute manière, on ne peut pas continuer tout seul, on avait quelques établissements, il faut qu'on aille voir d'autres établissements et d'autres associations. Donc on s'est lié avec une première association qui s'appelle le Comité français de secours aux enfants et qui venait d'expérimenter en Roumanie l'accueil des enfants des rues quand on a ouvert les orphelinats Ceausescu. Et là, on avait beaucoup d'enfants des rues qui étaient là, un peu désœuvrés. Et le président qui m'a précédé sur cette association-là a construit avec l'entreprise Air France une boulangerie à côté de l'aéroport de Bucarest. Et dans cette boulangerie, on a fait venir des boulangers français et on a formé les enfants qui étaient dans les rues à faire du pain, mais à vendre leur pain. Et donc en fait, ils vendaient du bon pain français aux employés qui étaient des employés de l'aéroport, et tous les jours on leur disait: mais il est drôlement bon votre pain. Et vous êtes drôlement gentil. Et donc on avait des jeunes là qui d'un seul coup se redressaient et qui se disaient: mais je fais du bon pain. Et en fait c'était le début en fait d'une restauration de l'estime de soi pour ces enfants-là. Et le début en fait ensuite de micro-crédits qui leur a été donné pour créer leur boutique. Fort de ça, on a été appelé à Tanger. À Tanger on a fait la même chose. Et le département des Deux-Sèvres, où on était implanté, nous dit: mais attendez, si vous savez faire ça en Roumanie, et si vous savez faire ça à Tanger au Maroc, ben vous savez le faire en France. Et donc là, on est revenu à l'intérieur de la protection de l'enfance pour créer alors un établissement qui n'existait pas, parce que ça n'existait nulle part, donc on a créé un établissement expérimental où on a pu développer dans un premier temps une entreprise de travaux paysagers, et puis on récupérait ce qu'on appelait les patates chaudes, c'est pas très gentil, mais les jeunes que l'on baladait d'établissement en établissement, et on ne savait plus où les mettre, et là, paf, on les a mis au service d'autres en travaux paysagers. Puis on a fait la même chose avec un restaurant qu'on a ouvert, et tous les jours dans le restaurant, même punition qu'à Bucarest, c'est drôlement bon ce que vous faites, si vous êtes drôlement gentil. Et on a eu des jeunes qui se sont redressés, une estime de soi qui s'est restaurée, et ça a redémarré. Mais là, on a été confronté à un problème, c'est-à-dire que autant à Bucarest, la production pouvait payer la formation, parce qu'on n'avait pas de contraintes énormes, autant dans les Deux-Sèvres, c'était complètement impossible. C'est-à-dire que les conventions collectives, les commandes qui nous étaient opposés en quelque sorte, les rythmes horaires, etc., et les contraintes d'encadrement faisaient qu'on n'avait pas 100% de la formation payée par la production, mais on n'avait plus que 10%. Enfin, on n'avait plus que 10% de production qui payait notre formation.
Et on n'était pas très satisfait du résultat. On a continué à travailler à l'international au Niger. On a fait la même chose, donc toujours des boulangeries apprenantes, à Lomé. Donc la boulangerie existe en plein cœur de Lomé actuellement. Elle a un chiffre d'affaires de 300 000 euros, ce qui n'est pas rien, et qui permet tous les ans de former 12 apprentis sans que l'État n'intervienne pour financer à la fois la protection et à la fois la formation. Et on s'est dit, il n'y a pas de raison, on doit y arriver en France. Et donc c'est là que je reviens à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'en fait on a eu 2 ou 3 promotions de EGS ici, et je voyais les étudiants qui préparaient leur projet, et je me suis dit, moi je ne suis pas dedans. Je suis pas dedans, c'est-à-dire que je leur dis ce qu'il faut faire et je ne fais pas. Et donc on s'est dit, c'est pas possible, faut y aller. Donc en fait, à Angers, on a sollicité la mairie d'Angers, on a sollicité l'agglomération d'Angers, et on leur a dit, écoutez, on a envie de faire ça. On a envie de créer sur la ville un restaurant apprenant. Mais on ne veut pas le créer dans le cadre de la protection de l'enfance. Et alors je croyais que c'était facile. Finalement, ce n'était pas si facile que ça. C'est-à-dire qu'il a fallu racheter un restaurant. C'est un restaurant qui était à l'intérieur du marché d'intérêt national, qui était un restaurant qui se cassait la figure, donc en fait qui avait déjà des dettes. On a donc négocié avec le gérant pour qu'on puisse reprendre ce restaurant-là. On a été soutenu par l'agglomération qui a dit, écoutez, dans le cadre du développement économique de l'agglomération, et dans ce que vous voulez faire, là, en allant chercher des enfants qui sont décrocheurs, parce qu'on en a plus de 2000 en Pays de Loire, et là, sur Angers, on voudrait bien qu'il y ait une petite pierre qui soit faite sur le domaine. Écoutez, on vous soutient économiquement pour la reprise du fonds de commerce. Donc c'était déjà une première pierre qui nous était offerte en quelque sorte. Et puis deuxième étape, c'était de se dire mais sous quel statut ça se fait? Sous quel statut ça se fait? Est-ce que dans une entreprise on peut reprendre des jeunes qui ont 15 ans? Ça c'était pas possible. Donc en fait on s'est tourné vers la région dans le cadre de la formation professionnelle et on a demandé au conseil régional de nous inscrire dans un nouveau mouvement qu'ils étaient en train de développer, qui était celui des écoles de production. Et donc des écoles de production qui existent depuis plus d'un siècle, qui sont nées en Rhône-Alpes et qui ont été isolées dans la région Rhône-Alpes et qui, alors pour des raisons qu'on ne connaît pas, n'a pas pu s'exporter. Et les Pays de Loire, donc on a un peu forcé la main, mais la Pays de Loire a dit, mais en fait, ça va devenir notre politique de lutte, enfin une partie de notre politique de lutte contre le décrochage scolaire. Et donc, tout de suite, ils nous ont dit, bah, écoutez, si vous voulez reprendre un restaurant, vous êtes les seuls en France à vouloir le faire en reprenant une entreprise du monde marchand et en voulant le transformer, alors avec tout le principe que vous évoquiez là tout à l'heure, c'est-à-dire en fait avec ces reconnaissances ESUS, enfin, etc. Et finalement, on n'a pas été dans cette voie-là, on est resté associatif, et l'association a racheté les parts de l'URL, et elle est l'actionnaire majoritaire de l'URL, mais c'est l'association qui gère le restaurant. Et comme ça, on n'a pas de conflit avec où va le dividende, enfin, etc. Tout est repris, de toute manière, on n'a pas beaucoup de dividendes, puisque tout est réinjecté dans la formation. Et donc là, la région nous a dit, ben, faites-vous reconnaître comme... Et alors on a ouvert une école privée technique hors contrat, et cette école privée technique hors contrat, on l'a fait labelliser par la Fédération des écoles de production, et on s'est dit, bah, ça y est, c'est bon, on avait une aide de l'ADEV, on avait l'Éducation nationale qui nous disait, bah, allez-y, c'est très innovant, il faut pouvoir développer ce genre d'outils, mais on a regardé les dettes, on a regardé le prix, et on n'avait pas assez d'argent. Et donc le comité français de secours aux enfants qui a voulu créer les choses s'est dit, bah, c'est pas possible, donc on va rentrer dans la solidarité locale. C'est-à-dire qu'on a été voir tout autour de nous des gens qui étaient en capacité de pouvoir nous aider. Et donc, l'Union pour l'enfance, qui était très liée avec le Comité français de secours aux enfants, a dit, ben, si on crée une association, nous, on va apporter au fonds associatif. Et puis, on a été rencontrer une école supérieure qui travaille d'ailleurs avec une initiative qui s'appelle l'IRCOM, qui avait 300 étudiants, et qui avait une entreprise qui n'arrivait pas à suffire en fait à la demande des étudiants pour pouvoir les nourrir tous les midis.
l'IRCOM nous a dit, attends, nous, ça nous intéresserait que ce restaurant soit aussi notre restaurant d'université. Et donc l'IRCOM est rentré, a porté au fonds associatif, donc on commençait à avoir le matelas qui montait, et c'était encore pas suffisant. Et donc il y a eu un fonds de dotation qui était inscrit en Anjou et qui travaillait essentiellement pour les personnes qui sont en difficulté d'inclusion sociale et pour des personnes qui sont handicapées et qui sont en situation de handicap et qui sont dans des entreprises adaptées. Et donc ces entreprises adaptées et ces entreprises d'insertion qui étaient là-bas avaient créé un fonds de dotation, et ce fonds de dotation était au service du développement, de l'insertion du territoire. Ils nous disaient, mais attendez, ce que vous faites là, c'est ce qu'on fait pour les personnes en situation de handicap, c'est ce qu'on fait pour les personnes en situation d'exclusion, donc vos jeunes décrocheurs, ça nous intéresse. On a envie de participer à ça, et ils nous ont apporté ce qui nous manquait, pour pouvoir à la fois racheter le fonds de commerce, et à la fois satisfaire ou rembourser les dettes du restaurant. Et donc c'est comme ça qu'on a créé la première entreprise en France, qui est devenue école de production. Alors, je m'attendais à ce que ce soit pas très simple, mais ça a été très compliqué. C'est-à-dire que sortir du confort de la protection de l'enfance, où en fait on satisfait à tous nos besoins, pour entrer dans une situation où on se met en danger. Enfin, moi je trouve que l'économie sociale et solidaire, c'est la culture du risque. C'est-à-dire, et ça c'est le monde marchand qui nous l'apporte un peu quand même. On a eu pendant tout un temps dans l'association, alors dans les associations qui étaient des associations du médico-social. On a eu en fait cette assurance pendant tout un temps. On l'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous on gère juste à côté un accueil de mamans à la rue avec enfants. Tous les ans, on voit notre budget réduire de 6 à 8%. Et donc, en fait, qu'à la clé, des personnes qu'on ne peut plus garder, une qualité de service qu'on ne peut plus offrir. Et on se dit, mais comment on va faire? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on doit faire du logement seulement ou continuer à faire de l'accompagnement social? Ou est-ce qu'on rentre dans une dynamique où l'économie sociale et solidaire pourrait venir nous aider? Alors, on l'a fait avec une petite entreprise qu'on a créée et qu'on a eu du mal à tenir, qui n'a pas pu nous aider, mais on sent bien que c'est ça qui nous fait vivre aujourd'hui. Et on se dit, et je disais à Philippe et aux étudiants, je pense qu'on est à un moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, on vit un virage, et ce virage, c'est peut-être celui du médico-social et solidaire, voire humanitaire, puisqu'on fait en France ce qu'on faisait ce qu'on fait au Togo, ce qu'on fait dans les autres pays, sous la même forme, quoi. Et qu'on est en train de faire tomber l'étanchéité des cloisons. Alors jusqu'où on va pouvoir aller, j'en sais rien. Et est-ce qu'on va pouvoir tenir le choc en ayant ce mixte entre le monde marchand et le monde du social? Moi j'avais un patron dans le temps qui me disait, attends, quand le marchand touche le social, le marchand bouffe le social. Et j'ai l'impression qu'on est en train de contredire ce principe-là. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que je suis utopiste, mais en tout cas sur le restaurant, on est en train de le vivre là aujourd'hui, on arrive à trouver cet équilibre pour l'instant. Ouais. Merci, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Ce projet donc d'Angers a reçu un prix l'année dernière. Oui, le prix d'innovation sociale de la mairie d'Angers. Voilà, et ça me semblait important d'avoir cet éclairage-là dans notre débat sur l'urgence ESS, hein, à savoir que il faut que les pouvoirs publics, que les environnements soient favorables et osent aussi s'investir et aller et donner un coup de pouce à ceux qui sont innovants et qui savent entreprendre.